Ça va vite quand vous ne m'interrompez pas constamment, les enfants. On va avoir, attendez, je vérifie que c'est bien cadré. Je dois pouvoir remonter un petit peu. Plomb, 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 selon la formule consacrée. Voilà, quand c'est pas le tableau que j'efface, c'est l'ordinateur. Donc l'indifférence à l'espace et l'imperméabilité au temps. Ces trois dernières strophes, je les ai étudiées un petit peu en différé, un petit peu distinctes les unes des autres. Ce qui les caractérise de manière générale toutes les trois, c'est le lyrisme, puisqu'il va en croissant au fil du texte. Au départ, on avait juste, dans les premières strophes, les premiers mouvements, on avait juste d'abord l'apparition de la première personne et un seul sentiment qui était l'adverbe tristement. On s'ajoutait des images, une multiplication d'autres sentiments. Ici vont s'ajouter des questions rhétoriques, des antithèses, une multiplication des hyperboles. Bref, le style devient plus riche et plus chargé pour montrer l'effervescence des sentiments par rapport au début qui était vraiment plus calme. On est passé de tristement, qui était assez modéré, au désespoir, beaucoup plus clairement, je n'attends rien des jours. On est rendu au fin fond de la tristesse du poète. Pour montrer donc ce désespoir, on va avoir trois façons de le manifester qui sont en quelque sorte croissantes. D'abord le monde, l'espace et les gens qui l'entourent dans la première de ces trois strophes, donc du vers 17 à 20. Puis le temps, l'impossibilité dans le temps de trouver quoi que ce soit de positif, dans la deuxième de ces trois strophes, vers 21 à 24, et enfin l'infini et le néant dans la dernière de ces trois strophes. Donc je vais les faire les unes après les autres. Tout d'abord la première strophe, c'est le résumé des strophes précédentes, Previously on my last strophe. La nature et les habitats humains sont associés, donc la nature, les vallons, les fleuves, les rochers, les forêts, mais aussi les palais et les chaumières, qui sont donc les lieux d'habitation des humains. Ils sont associés et aboutissent au sentiment de solitude. Alors ce qui est paradoxal, c'est que la solitude est au pluriel, comme si toute la nature n'était que des solitudes ou que des... Comment dire, la nature entière n'était faite que d'isolement, justement, que de solitude qu'il appréciait. Les fleuves, les rochers, les forêts, on imagine c'est l'endroit où le poète va de toute façon se promener. Et il apprécie d'y être seul, mais ici rien ne lui convient pour autant. Il utilise des énumérations donc pour évoquer ces endroits, énumérations qui vont se résumer ensuite en 20 objets pour les vallons, palais, chaumières du vers 17 et en tout vers 20 pour fleuves, rochers, forêts, solitude, qui était la deuxième des énumérations ici. Le dernier vers de cette première strophe, qui est en réalité la sixième ou septième, bon bref, vous avez compris le principe, c'est une nouvelle phrase au présent de vérité générale qui va en quelque sorte résumer, servir de morale. Morale, ça correspond pas tout à fait, mais en tout cas expliciter cette impression générale. C'est une phrase extrêmement célèbre, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. On note que c'est la première mention de l'absence la première fois qu'on mentionne le problème qui est la disparition de quelqu'un. Un seul être vous manque. Mais on ne dit même pas qu'elle a disparu, on ne dit même pas que c'est une femme, on ne dit pas son nom. Donc on ne peut pas parler de poème autobiographique. Hein. On voit très précisément qu'on a un poème lyrique, un poème qui est centré sur les sentiments du poète, un poème qui est centré sur la contemplation de la nature. Mais vraiment, à l'inverse de chez Hugo, on ne va pas du tout avoir d'autobiographie. Ce seul être, ici, nous le montre. On ne sait même pas que c'est un lien amoureux. C'est vous manque, donc bon, disparition d'un être ou absence d'un être, on ne sait même pas si elle est morte. On le suppose assez bien avec la présence de la mort avant. Mais rien n'est explicité. Et la conséquence, donc, tout est dépeuplé. Ce tout qui correspond au monde, c'est-à-dire les humains et la nature. Dans la strophe suivante, on est plutôt sur le temps qui passe, mais aussi le temps de la météo. Les deux sont associés au soleil, on n'est pas sur une horloge. Hein. Ici, on va se fier au ciel et au soleil pour mesurer le temps qui passe, et du coup pour évoquer également la météo. Donc le soleil présent au début et à la fin de la strophe, et le ciel au centre. Pour montrer que le temps qui passe et la répétition des jours, etc., on va avoir des parallélismes de construction.
Donc on voit que le tour du soleil où commence ou s'achève d'un œil indifférent, donc l'indifférence je le suis dans son cours sur les deux premiers vers. En un ciel sombre et pur, qu'il se couche ou se lève, qu'importe le soleil, indifférence, je n'attends rien des jours sur le dernier demi-vers. Donc c'est exactement la même structure. Des alternatives, où commence ou s'achève, ou pur, se couche ou se lève. Donc des propositions différentes dans les vers 1 et 3 de cette strophe. L'indifférence sur la première moitié du deuxième vers et du quatrième, qu'importe et indifférent. Je le suis dans son cours, je n'attends rien des jours, qui consacre l'attitude du poète. Bon, pas forcément facile à réexpliquer, mais en tout cas la strophe est clairement séparée en deux parties qui fonctionnent de la même manière. On va à l'inverse avoir des antithèses qui sont séparées par des ou généralement, pour montrer l'alternative. On va montrer tous les états possibles de la nature et du temps pour montrer l'indifférence du poète dans toutes les circonstances. Donc le tour du soleil commence ou s'achève, le ciel est sombre ou pur, le ciel se couche ou se lève, enfin le soleil en l'occurrence. Dans tous les cas, le poète n'attendra rien des jours qui vont résumer finalement tous les mouvements à la fois météorologiques et temporels qui étaient mentionnés avant. Et enfin, je n'attends rien des jours, cette négation ne rien que je vous laisse analyser là aussi si vous vous ennuyez et si vous manquez de grammaire. Ce ne rien, et bien le rien annonce la suite, la dernière strophe qui repose sur le néant et l'infini, mais surtout le néant. En réalité, cette dernière strophe repose sur l'opposition entre un infini spatial, la vaste carrière, les déserts qui sont également immenses potentiellement, l'immense univers, le tout, et le néant qui va se manifester avec les neuriens dans les deux derniers vers, le vide, les déserts qui sont des noms qui correspondent justement au néant. On note que le poète se projette en tant que soleil avec le soleil, soleil qui était évoqué dans la strophe d'avant, donc il observait le cours du soleil d'une certaine manière, ce qui était logique dans notre poème où il regardait d'abord en bas puis à hauteur d'yeux. Semble logique qu'il regarde maintenant vers le ciel, vers une certaine élévation. D'ailleurs, la suite du poème va être plutôt tournée vers l'élévation. Et donc, il va dans cette dernière strophe suivre le soleil, être le soleil. Donc, je pourrais le suivre. Ce qui l'éclaire, c'est le soleil qu'il est en train de suivre. Mais ça montre aussi un peu les ambitions du poète. Si on doit se pencher sur un dernier point grammatical, ce quand je pourrais le suivre en sa vaste carrière, les enfants, n'est pas une proposition subordonnée conjonctive complémentaire à valeur de complément circonstanciel de temps, mais une proposition subordonnée conjonctive avec valeur de complément circonstanciel de concession, c'est-à-dire l'équivalent de quand bien même je pourrais le suivre, même si je pouvais le suivre en sa vaste carrière. Donc ne faites pas l'erreur de dire que ça relie, enfin ça aurait été une erreur intelligente, mais quand même, de dire que ça relie à l'idée de temps qu'on a avant. Ici c'est plutôt une concession, c'est même si j'étais le soleil, je n'attendrais rien, je ne demanderais rien, je ne désirerais rien. Donc ces deux derniers verbes de désirer et demander montrent quand même qu'il est, bien que dans la solitude, bien que dans l'isolement, bien que dans l'absence totale de sentiments, il a quand même le réflexe de se tourner vers le reste du monde. On est sur désir, demande. Ça veut dire qu'il est quand même, d'une certaine manière, potentiellement tourné vers le reste du monde. Ici, il ne l'est plus, mais ça montre aussi l'état d'esprit d'un poète qui, normalement, est tourné vers le reste du monde. Je vous laisse donc relier tout cela à Victor Hugo, aux contemplations, par rapport notamment au sujet de dissertation qu'on a fait la semaine dernière, d'entraînement. D'ailleurs, il faudrait que je le mette dans le cahier de texte pour ceux à qui je n'ai pas fait cours à cause de ces magnifiques réunions. J'espère que ça vous aura aidé un peu, je vous souhaite bon courage, je ne suis pas sûre de refaire de jolies petites vidéos, mais bon, au pire pour vous encourager au moment du bac blanc. Je vous rappelle qu'il y a un bac blanc la semaine prochaine. Au revoir.